Le professeur Pierre-Marie Lédot qui va vous parler du fonctionnement de notre cerveau. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir. Voilà, nous vous écoutons avec énormément d'attention et nous n'avons aucun mérite car vous savez captiver votre auditoire. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction si élogieuse que maintenant je ne peux faire que vous décevoir. Bien. En tout cas, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Effectivement, nous allons parler d'une dimension du temps par rapport à la santé, du temps par rapport à la longévité. Et le titre que j'aimerais donner à cette intervention est en rapport avec l'espérance de vie. La recherche biomédicale que je représente avec vous très modestement ce soir tend à repousser en permanence les limites de l'espérance de vie. Alors on s'aperçoit que la médecine peut réparer la peau, tous nos organes, puisqu'on peut même les remplacer, faire des greffes, mais pour l'instant il y a encore une greffe qui n'a pas réussi à marcher, c'est la greffe du cerveau. Savez-vous, pour ceux qui ont plus de 50 ans, et j'en vois dans la salle, eh bien, que certains neurones d'une région très particulière que l'on appelle l'hippocampe, très importante car elle nous permet de former nos souvenirs et de gérer nos émotions. Eh bien, cette structure, disais-je, que l'on appelle hippocampe en raison de sa forme par rapport au cheval marin, eh bien, cette région-là de votre cerveau n'aura plus aucun neurone qui aura été produit durant l'âge embryonnaire, c'est-à-dire lorsque le cerveau se construit, lorsqu'il se développe. Après l'âge de 50 ans, tous les neurones auront été plus ou moins fraîchement produits. Ça, c'est une réalité. Et on le sait parce qu'on découvre des cellules qui ont un pouvoir très particulier dont on qualifie ces cellules de cellules souches. Et vous savez qu'elles font la une des journaux de tous les magazines à l'heure actuelle. Et ces cellules, eh bien, elles produisent les cellules de l'organe dans lequel elles sont censées être hébergées. Donc ça, c'est une réalité. Mais comme vous le voyez en sous-titre, sommes-nous parfois dans la réalité, sommes-nous dans le mythe? Quand la médecine nous dit que peut-être nous allons devenir immortels si l'on est capable d'intervenir sur tous nos organes, peut-être qu'il s'agit là, effectivement, d'un mythe. Et en matière de mythe, on le sait, il s'agit plutôt de la production littéraire, qui a été évidemment porteuse de tous ces mythes. Dorian Gray, Dracula, sont l'expression de cette volonté de l'humain, peut-être parce qu'il souffre, d'imaginer l'immortalité de façon à éviter cet écueil que nous connaissons tous plus ou moins, à un moment donné de notre vie, c'est la mort. Et vous connaissez tous ce mythe de Faust, où finalement cette idée que la jeunesse éternelle est un territoire promis, eh bien, peut-être ce mythe nous invite à penser que ce que l'on voit autour de nous aujourd'hui en matière de biotechnologie, de transformation de l'humain par la médecine, n'est moins rien qu'un mythe, peut-être un nouveau mythe qui démarre. Alors, vous savez que ces mythes nous ont accompagnés dès que nous avons inventé l'écriture. Ici, vous avez la fameuse épopée de Gilgamesh, où vous avez ici l'histoire de ce roi, Gilgamesh, qui, parce qu'il avait perdu son être le plus cher, voulait l'immortalité, puis en fait, après avoir compris qu'en étant immortel, il verrait mourir tous les siens, a préféré revenir dans le statut de la mortalité. Ce qui est intéressant, et je l'ai laissé en anglais pour vous montrer combien aujourd'hui la communauté internationale scientifique est en train de s'emparer de ce mythe. Ce que vous dit cette diapositive, eh bien, c'est qu'il s'agit de travaux scientifiques, et je ne vous parle pas de très longtemps, puisqu'il s'agit de cet été. C'est une publication qui a été produite par un consortium de chercheurs internationaux
nous montrant que vous avez ici les points rouges, l'espérance de vie maximale. Ici, vous avez un point à 122 ans. Vous connaissez la personne, elle s'appelle Jeannette Calment. Eh bien, en fonction de ces points, ces chercheurs se sont permis d'extrapoler l'espérance de vie maximale et vous avez eu cette première fenêtre, première estimation indiquant que l'humanité ne pourrait jamais vivre au-delà de 115 ans. Depuis un an, lorsque ces premiers travaux ont été publiés, l'ensemble de la communauté scientifique a révisé les paramètres, l'algorithme, et maintenant nous avons deux courbes, l'une, je dirais, pessimiste. Le plateau serait autour de 125 ans et la plus optimiste, nous serions dans une croissance linéaire de l'espérance de vie. Dans tous les cas, pour que ces courbes puissent exister, c'est-à-dire que nous voyons croître l'espérance de vie au fur et à mesure du temps, on revient sur le temps évidemment, il faut accepter un paramètre qui est celui de l'auto-réparation. On aura toujours des moments où l'on se coupera la peau, on aura toujours des moments où l'on s'abîmera. Et donc il faut imaginer, derrière cette idée que l'espérance de vie pourrait croître quasiment linéaire, eh bien que le corps est capable de s'auto-réparer. Évidemment, ceci est fait par des chercheurs très sérieux, mais je pense que nous partageons tous ce point de vue, c'est une erreur de vouloir pousser l'espérance de vie au maximum, alors que l'essentiel est d'augmenter la qualité de vie lorsque nous vivons, et de ne pas repousser ces limites de façon infinie. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour que cette idée puisse exister, que les limites de l'espérance de vie puissent être repoussées, eh bien, il fallait accepter l'idée que dans le corps, nous puissions avoir des cellules souches. Et ces cellules souches, effectivement, nous en trouvons un peu partout. Nous en trouvons quand on a un embryon qui vient d'être formé par la fécondation entre deux gamètes. Nous avons une cellule, si elle est âgée de moins de 4 jours, qui s'est divisée, eh bien, chacune de ces cellules est capable de former un organisme entier. Moins de 4 jours, ces cellules forment l'ensemble d'un organisme. Et vous voyez, puisque le sujet est le temps, qu'avec le temps, la destinée de ces cellules va se restreindre. Après 4 jours, nous aurons des cellules qui seront capables de donner, certes, un devenir très riche, mais qui sera restreint par la formation uniquement d'organes. Après 4 jours, si je tiens une cellule souche, elle pourra former un foie, pourra former les os, elle pourra former des muscles, mais elle ne pourra plus former l'ensemble de l'organisme. Et puis si l'on attend un peu plus, eh bien, ces cellules vont encore restreindre leur pouvoir, et on va trouver donc des cellules souches chez l'adulte, dans tous les organes, mais ces cellules ont pour vocation de produire finalement les mêmes cellules qui les entourent. C'est ça les fameuses cellules souches de l'adulte. Ces cellules souches, lorsqu'elles sont tirées de l'embryon, vous le savez, il y a un embargo, on ne peut pas les utiliser à des fins médicales, mais on peut les utiliser à des fins de recherche. Ce qui est intéressant, si l'on se concentre sur le cas de l'humain, eh bien vous avez ici, chez l'adulte, donc des cellules souches à peu près dans tous les organes. Je vous rappelle au passage que cette idée qu'on puisse trouver des cellules souches dans le foie, les anciens le savaient déjà, n'est-ce pas? Puisque le mythe de Prométhée ne peut exister que parce qu'on avait déjà fait le constat que lorsqu'on coupe une partie du foie, ça repousse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de découvrir qu'il existe également des cellules souches dans le cerveau. Et que ce cerveau, finalement, aura une fonctionnalité, non pas en fonction de l'âge du sujet, mais en fonction de ce que vous faites avec votre cerveau. Et puisque le temps est ici à l'honneur, je vous rappellerai la distinction que nous invite à faire saint Augustin lorsqu'il parle dans le livre 11 des Confessions de 3 temps et de 3 présents. Le présent du passé, c'est la fonction mnésique, c'est une des fonctions de notre cerveau, c'est de conserver évidemment des souvenirs, surtout de façon à ne pas répéter nos échecs.
Puis il y a le présent du présent. Ça, c'est très intéressant, parce que le présent du présent, finalement, c'est un cerveau qui juge tout ce que vous faites à l'aune des motivations qui ont déclenché les actions. Et tout simplement, quand vous vivez le présent en permanence, eh bien, vos actions sont jugées par un espèce d'évaluateur qui vous envoie des petites giclées d'hormones, de substances chimiques comme la dopamine pour vous dire « Tiens, c'est bien, je t'invite à recommencer ». Et là, il y a un vrai problème. Si le sujet n'a pas d'autre moyen de régulation de son comportement, je t'invite à recommencer, condamnera ce sujet à connaître l'addiction. Addictus en latin qui veut dire l'esclave qui doit payer ses dettes à son maître. Vous comprenez pourquoi il y a de plus en plus d'addictions autour de nous. Les sujets vivent toujours dans le présent, par l'injonction du temps présent. Je veux tout de suite et maintenant. C'est ce que nous disent souvent nos collègues, nos employés. Ils vous envoient un mail et puis ils vous interpellent 5 minutes plus tard. Comment tu ne m'as pas répondu? Alors ces sujets-là, il faut les prendre à part et les traiter. Et leur dire, tu sais, tu es nocif. Tu n'es pas un manager neuro-amical. Tu vis trop le présent. Et ce qui te menace, c'est l'addiction, cette dépendance à la quête du plaisir. Alors, c'est très bien puisque la nature nous a dotés d'un troisième temps. Et ce troisième temps, en neurologie, on aime bien le situer là où moi j'aime mettre l'humanité, les lobes frontaux. C'est une machine bayésienne, elle fait des inférences en permanence. Si tu fais ça, tu auras ça. Et si tu fais ça, ça sera mieux encore. C'est-à-dire que c'est le troisième temps de Saint-Augustin, le présent du futur. C'est-à-dire que grâce à cette machine-là, rappelez-vous ce que nous dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Cette machine nous emporte dans le futur, nous fait visiter le futur et nous ramène dans le présent. Vous savez comment on appelle cette situation-là? C'est donc une simulation mentale de la récompense à venir. Ben, ça s'appelle le désir. Et les êtres désirants sont ceux qui vont avoir le plus de bébés neurones qui grouillent dans leur cerveau, même s'ils ont 85 ans, voire plus. On a découvert que dans l'alchimie particulière qui favorise l'émergence de ces nouveaux neurones, eh bien, le désir, au travers d'une signature chimique particulière que l'on appelle la sérotonine, le désir est un facteur permissif à l'épanouissement de ces cellules souches. Et ceux qui n'ont pas compris ça sont condamnés à prendre du Prozac. Car le Prozac est la sérotonine artificielle. Alors voilà des exemples de bébés neurones qui voyagent dans le cerveau. Car là aussi, dans le cerveau, il y a des migrants. Car ces cellules, elles doivent voyager et s'intégrer avec des circuits qui les attendent. Et c'est comme ça qu'on verra émerger dans un cerveau des nouvelles compétences par l'addition de neurones tout frais capables de produire des propriétés dans le circuit que le circuit ne savait pas faire sans ces nouveaux neurones qui apparaissent en permanence. Est-on à l'aune d'une médecine capable de nous rajeunir? Est-on capable, par la maîtrise de ces cellules souches, par la connaissance des facteurs permissifs qui permettent l'émergence des bébés cellules par rapport à cette cellule mère, que est la cellule souche? Est-ce que nous sommes donc en train aujourd'hui d'imaginer des thérapies particulières pour rajeunir? Alors depuis très longtemps, la médecine effectivement s'est battue pour que cette flèche du temps soit d'abord ralentie. Et depuis très longtemps, on n'a pas eu besoin d'attendre la médecine du XXIe siècle pour essayer déjà d'intervenir sur l'effet du temps sur l'organisme. Il y a eu des tentatives un peu plus récentes de stopper le processus de l'impact du temps sur le corps. La génétique, par exemple, et les manipulations génétiques nous montrent aujourd'hui qu'on connaît des cocktails de gènes et il suffit de les supprimer pour que l'animal ait quasiment la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en nous, nous portons des gènes aussi du suicide cellulaire. Le temps passe et ces gènes vont produire des protéines qui sont en fait des détonateurs et qu'à un moment donné, eh bien, le temps se traduira par l'élimination de telle et telle et telle cellule. C'est très intéressant parce que grâce à ces processus, on peut construire. C'est comme ça que nous avons une main.
par des processus d'élimination de la peau entre les doigts. Mais ces processus, cet équilibre, peut se déplacer dans le temps et évidemment, la destruction plus forte que la construction. Mais ce qui est très intéressant, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que depuis 2-3 ans, nous sommes capables de réverser le temps, c'est-à-dire de rajeunir. Et je ne vous parle pas de tous les organes, je vous parle essentiellement ici d'un organe le plus précieux que l'on a entre les 2 oreilles, le cerveau. Depuis 2 ans, on sait qu'il existe des conditions qui font que ces cellules souches peuvent ralentir dans leur activité, voire se stopper. Mais on peut également les réveiller. Alors là, je me sens un peu coupable, parce qu'un des facteurs qui stimule ces cellules souches qui auraient tendance à vouloir s'arrêter, c'est l'activité physique. Voilà, c'est pour ça que je me sens coupable, vous ne bougez pas, et je suis inquiet pour vous. Mais un deuxième facteur que l'on vient de découvrir, capable de permettre à ces cellules souches de se remettre en activité chez un sujet très âgé, c'est par exemple la restriction calorique. C'est peut-être pas par hasard que toutes les religions monothéistes ont intégré la notion de jeûne, car on s'aperçoit effectivement que la restriction calorique, je ne dis pas la privation d'aliments avec des carences, il s'agit d'être harmonieux et de réduire les calories, mais pas évidemment de vivre des carences en nutriments. Mais la restriction calorique est par exemple un signal pour que ces cellules souches se remettent en activité. Quand vous voyez que l'humanité aujourd'hui est frappée d'obésité, on peut être inquiet sur justement qu'est-ce que sera la qualité de vie de ces sujets, que la médecine va pousser à vivre plus longtemps, mais plus mal en même temps. Alors, en conclusion, certes, nous sommes capables de transformer notre cerveau grâce à ces cellules souches. Ceci fait référence probablement à ce que vous avez déjà imaginé par le fait que certains philosophes, Bergson, Schopenhauer, Nietzsche, voire Carl Jung, ont parlé du principe de l'individuation. Nous avons tous pour vocation d'être des individus uniques. Grâce à ces cellules souches, notre cerveau devient très vite unique par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Deuxièmement, deuxième conclusion, nous venons de voir très rapidement que la flèche du temps peut être inversée. Nous pouvons rajeunir les organes par l'intervention de substances chimiques que l'on peut avoir dans le sang, qui peuvent apparaître lorsqu'on jeûne, qui peuvent apparaître lorsque l'on va faire de l'activité physique, mais qui peuvent aussi apparaître lorsqu'on fera une perfusion de sang jeune dans un corps de senior. C'est possible. Mais mon troisième point est un point d'alarme. Vous savez, Karl Marx nous parlait de la lutte des classes. Avec ces avancées technologiques ou biotechnologiques, nous allons vers quoi? Vers une lutte des âges. Cette étude vous montre bien qu'il y a des continents où nous vivons facilement plus de 70 ans et d'autres continents où l'on a du mal à dépasser les 70 ans. Ceci, quand je parle de lutte des classes, ou de lutte des âges, entraînera forcément des phénomènes de migration et des phénomènes de rébellion, de révolution, car nous ne sommes plus dans un principe qui a pourtant été celui qui a permis toujours à la science d'émerger, l'équité. Alors, il y a un deuxième principe qui permet à la science d'émerger, je vous ramène aux humanistes, l'équité, l'universalité. C'est là où j'aimerais terminer, sur une note positive. Car certes, nous avons des cellules souches qui peuvent se retrouver manipulées par la médecine moderne, mais n'oublions pas que le plus grand facteur qui stimulera ces cellules souches dans notre cerveau, c'est l'éducation et la culture. C'est pour ça que j'aimerais terminer avec cette phrase de Goethe qui nous rappelle qu'il faut traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et nous les aiderons ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. Grâce à ces cellules souches dans le cerveau, nous sommes tous des êtres en devenir. Et comme il nous faut rester modestes, restons avec Gandhi qui nous rappelle qu'il faut commencer d'abord par changer en nous ce que nous aimerions changer chez les autres. Merci beaucoup pour votre écoute.
Pierre-Marie, c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Moi, j'ai senti des élans de sérotonine. Moi, j'ai senti les neurones grouillés Et aussi. je me suis senti devenir, attention, addict. Ah Donc, oui. dans le présent du présent, j'aurais voulu que ça s'arrête. Eh oui. Jamais. Alors Hein. ça, on appelle ça le libido sciendi, Voilà, la soif de comprendre. Ça, c'est quelque chose qui nous habite. Mais je ne veux pas anticiper sur la conclusion. Tout à l'heure, Pierre-Marie.